Bienvenue dans Azur Politique, votre rendez-vous politique sur BFM Nice Côte d'Azur. Chaque jeudi soir, nous recevons ici celles et ceux qui font la vie politique de la Côte d'Azur et des Alpes-Maritimes. Mes invités ce soir, car ils sont deux pour une fois, sont Pierre Askiri, maire de Montsartou. Bonsoir. Bonsoir. Sans étiquette, mais vous êtes, à n'en point douter, un écologiste convaincu, ancré à gauche. Et Jean Stelitano, bonsoir. Bonsoir. Secrétaire général du Secours populaire des Alpes-Maritimes. La question d'Azur Politique ce soir. Comment agir sur le pouvoir d'achat au niveau local? Quels sont les leviers que les élus locaux peuvent actionner? Ont-ils suffisamment de marge de manœuvre en la matière? Émission politique consacrée, vous l'aurez compris, ce soir à cette question primordiale du pouvoir d'achat. À Montsartou, vous avez mis en place depuis longtemps des actions pour l'environnement qui sont étroitement liées aux questions de pouvoir d'achat. Les cantines scolaires, par exemple, se fournissent en bio et localement. On verra que ça ne coûte pas forcément beaucoup plus cher. Mais aujourd'hui, nous sommes face à une flambée du coût de la vie, les transports, le logement, l'alimentation. Nous avons renoué avec l'inflation. Jean Stelitano, vous le constatez chaque jour au Secours populaire dans notre département. Voilà donc les questions autour desquelles nous allons débattre ce soir. Azur Politique, c'est parti. Le coût de la vie était déjà élevé sur la Côte d'Azur et ça ne va pas s'arranger. Margot Sansano, on va d'abord dresser un rapide état des lieux avec toi. Qu'est-ce que ça coûte aujourd'hui de vivre ici sur la Côte d'Azur? Eh bien, on va commencer avec le logement. Pour de la location à Nice, nous sommes en moyenne à 19 € du mètre carré. C'est donc environ 950 € pour un T2. À l'achat maintenant, le prix moyen au mètre carré s'élève à 4 900 €. À Montsartou, c'est un petit peu moins cher, mais la différence n'est pas énorme, vous allez le voir. 17 € du mètre carré en location et 4 800 € à l'achat. Sur l'ensemble des Alpes-Maritimes maintenant, il faut débourser en moyenne 4 960 € par mètre carré. Mais encore une fois, ce n'est qu'une moyenne qui cache de grands écarts de prix. Sur la Côte d'Azur, les carburants coûtent aussi très cher. Si l'on prend l'exemple de Nice, c'est 2,04 € pour le samplon 95, un tout petit peu plus que 2 € pour le gasoil. Les transports en commun aussi augmentent. Au 1er avril, les billets de train régionaux augmenteront de 2,8% dans toute la région sud. Concrètement, cela représentera une hausse de 20 centimes pour un aller-retour Nice-Monaco et jusqu'à 1,60 € pour un aller-retour entre Nice et Toulon. Une hausse que l'on va aussi retrouver dans les abonnements. 4,57% sur l'abonnement TER Zou par exemple. Une question également, les salaires suivront-ils aussi l'inflation dans les Alpes-Maritimes? Un habitant gagne en moyenne 2 400 € net par mois, soit environ 28 900 € net par an selon les chiffres de l'INSEE. Merci Margot pour cette photographie du pouvoir d'achat dans les Alpes-Maritimes. Pierre Askiri, vous qui êtes élu, est-ce que vous sentez que le pouvoir d'achat, ça devient au fil des mois un sujet de plus en plus important qui préoccupe de plus en plus vos administrés? Effectivement, en discutant avec les administrés, on s'aperçoit que c'est une problématique qui les concerne. Mais à l'échelle d'une collectivité, nos moyens de manœuvre d'une petite commune comme la nôtre sont extrêmement réduits. Vous l'avez dit en introduction, à part sur le prix des prestations scolaires, des cantines en l'occurrence, il y a peu de leviers d'action. Et c'est un problème de mon point de vue. On pourrait peut-être être plus efficient si on avait plus de marge de manœuvre, mais malheureusement... Donc on verra les leviers d'action que vous avez actionnés et lesquels pourraient vous aider. Au Secours populaire, en tout cas, vous constatez que le nombre de bénéficiaires augmente au fil des mois. Est-ce que la crise sanitaire aussi a marqué une rupture? Ah oui, même une fracture, parce qu'effectivement, on est passé en 2019, à peu près, le Secours populaire est d'à peu près 5000 personnes sur l'ensemble du département. Et début 2021, on est arrivé à 13 000 personnes, un peu plus même. Donc on a presque triplé le nombre de personnes aidées par le Secours populaire. Donc la crise sanitaire et la crise économique qui en découle a fortement impacté la vie des Azuréens. Oui, le taux de pauvreté dans les Alpes-Maritimes, c'est 16%, c'est plus que la moyenne nationale. Vous avez le sentiment que chez vous, à Montsartou, il y a peut-être des personnes effectivement qui étaient dans une situation, qui étaient des foyers modestes et qui ont peut-être basculé dans la pauvreté ces dernières années avec la crise sanitaire?
Clairement, on le sent et on le voit et on le constate malheureusement. Il y a des personnes qui étaient vraiment sur le fil du rasoir et qui sont fortement impactées par la crise, crise sanitaire, mais maintenant crise, je dirais, énergétique, puisque ce sont des dépenses contraintes auxquelles ils doivent faire face. Le déplacement en particulier, c'est une dépense contrainte et il y a un réel souci. Je suis assez inquiet sur le devenir de ces personnes pour les mois qui viennent. On va parler de l'énergie et des transports, mais d'abord regardez l'inflation sur l'alimentation notamment. Au global, elle atteint 3,6% sur un an en février. Mais regardez dans le détail, les produits frais et les légumes, c'est quasiment 6% d'augmentation. Le poisson frais, c'est 10% d'augmentation. À Mouans-Sartoux, sur l'alimentation, vous avez développé un modèle assez unique dans le département. Ça fait 10 ans que déjà dans les cantines, on mange du bio, produit essentiellement local. Comment vous êtes arrivé à ce résultat? Je crois que vous utilisez des terrains agricoles qui appartiennent à la ville? Exactement. C'est un projet qui s'est installé sur le temps long, qui date d'une 20aine d'années, pour être précis, mais ça fait 10 ans effectivement que nous sommes en 100% bio, avec une production locale sur des terres agricoles, comme vous l'avez fort justement dit, qui appartiennent à la commune. Et on est sur une production décarbonée, somme toute, sans intermédiaire, en liaison directe. Donc on est moins dépendant des fluctuations des prix du carburant, puisque les légumes, les tomates en saison font 200 mètres ou 500 mètres grand maximum, quoi. Donc effectivement, on est moins impacté. Et dans la crise Covid que l'on a connue, où il y avait un problème d'approvisionnement, on est passé au travers, quoi, quelque part. Donc c'est un modèle qui n'est pas forcément transposable partout, mais enfin dont on pourrait s'inspirer. Il faut impérativement que l'économie et l'alimentation, en premier, soit la plus décarbonée possible et la plus locale possible, évidemment. Et juste pour les parents, en termes de frais de cantine, ça leur coûte plus cher ou pas? Non, c'est à coût constant. C'est ça, l'enjeu, c'était à coût constant. On a misé sur la qualité et sur un prix complètement maîtrisé. Et le coût constant, il est obtenu, et ça c'est un enjeu majeur à mon sens sociétal, il est obtenu grâce à la réduction drastique du gaspillage. 80% de moins de gaspillage, enfin 80% de réduction du gaspillage alimentaire, ce qui permet d'absorber le surcoût du 100% bio, parce que le bio est un petit peu plus cher, même si on le produit nous-mêmes. Donc voilà, c'est de mon point de vue relativement, enfin même très vertueux. Il faut vraiment aller vers ça. Réduire drastiquement le gaspillage. Ouais. J'imagine pour vous que ça fait écho aussi, parce qu'on dit toujours que bien manger coûte cher. Là, vous y voyez des pistes intéressantes? Alors tout à fait. D'ailleurs, le Secours populaire est un très gros acheteur de produits bio et locaux. On a soutenu énormément l'agriculture locale. On a atteint jusqu'à 25 000 euros de dépenses par mois avec des produits locaux. C'est donc avec des plateformes comme Manger Bio Provence ou à la Chambre d'agriculture, on a fait travailler des maraîchers pour fournir à nos publics, aux personnes les plus défavorisées, des produits de qualité. Je rejoins Monsieur le maire, parce que le plus important, c'est que dans l'assiette, on ait des bons produits, parce que ça incite à mieux manger aussi. Et dans l'estime de soi, c'est d'avoir une belle assiette, c'est très important aussi pour le Secours populaire. Et aussi la culture autour de cuisiner ces produits. Je pense aussi à la possibilité d'avoir des jardins partagés. Ça, c'est aussi quelque chose qui est intéressant. Ça existe d'ailleurs à Mouans-Sartoux. Bien sûr. Ça existe, on le développe. Les gens sont en demande parce que leurs enfants sont passés par les cantines, ont goûté à des produits de saison, des produits de qualité, des produits bio, et veulent faire la même chose chez eux. Donc les enfants les incitent les familles à cultiver le petit bout de jardin, ou alors faire l'acquisition d'un lopin de terre que l'on met à disposition. On a donc des jardins partagés. Il y a un vrai engouement et un cercle vertueux quelque part, quoi, qui s'installe. C'est-à-dire que les enfants ont amené la bonne parole dans les familles. Éduquent les parents. Et éduquent les parents, exactement. Les parents, on a fait une enquête de satisfaction. 80% des familles ont changé leurs habitudes alimentaires, sont en recherche de plus de produits locaux, de produits de saison, moins de produits transformés, grâce à l'expérience que vivent les enfants dans les cantines. Jean Stalitano, vous avez l'impression que ce discours autour du bien manger, pourquoi pas produire ses propres légumes, ça trouve quand même un écho chez des personnes qui aussi parfois sont en grande difficulté, en grande précarité, travaillent beaucoup aussi pour s'en sortir? Il faut voir les choses en face, c'est que les gens ils essaient déjà de remplir le frigo avant de savoir qu'est-ce qu'ils vont y mettre vraiment. C'est pour ça que je vous pose la question. Voilà, d'abord, avant de se dire est-ce que c'est bio ou pas, j'aimerais bien avoir un litre de lait. Est-ce qu'il est bio ou pas? C'est tant mieux s'il est bio, mais d'abord, je trouve un litre de lait pour mes enfants. Donc c'est vrai qu'il y a une vraie préoccupation au quotidien. C'est-à-dire que, comme je dis souvent, la fin du mois, pour beaucoup, commence le 10. Donc là, effectivement, les gens qui viennent dans nos épiceries,
sont heureux de découvrir des produits frais, des produits bio, mais surtout, ils sont surtout contents de repartir avec un sac rempli de quoi faire manger la famille. C'est ça le plus important aujourd'hui. Et ça passe notamment par les épiceries solidaires. Oui. On en a suffisamment dans les Alpes-Maritimes ou pas? Non, très clairement, il n'y en a pas assez. C'est vrai que le Secours populaire, il en a un certain nombre. Il y a énormément de petites épiceries qui se fournissent à la banque alimentaire autrement. Mais c'est vrai que le tissu, le maillage de ces épiceries n'est pas suffisamment dense sur le département, parce qu'il faut rendre accessibles ces produits au plus grand nombre. Donc s'il y a un éloignement, on en voit dans certains quartiers, bien sûr, mais l'éloignement, là on a ouvert par exemple une épicerie à Valbonne. On peut se dire que Valbonne, tiens, Sophia, mais non, il y a un quartier qui s'appelle Garbegère, où il y a effectivement des gens qui ont du mal. Donc il y a besoin d'épiceries solidaires de partout. Nous en avons une sur la commune. 50 familles y accèdent régulièrement, mais au-delà de leur proposer de l'alimentation à bas prix, bio, si de préférence, on arrive aussi à les fournir grâce à notre régie. On a mis en place des ateliers d'accompagnement aussi pour leur apprendre à cuisiner des produits frais, bruts, non transformés. Et on s'aperçoit que c'est moins cher, c'est plus goûteux, la qualité nutritionnelle est meilleure. C'est un changement de paradigme, quoi. C'est vrai que le produit transformé, un peu bien, comment dirais-je, bien présenté, a priori est plus attractif. Oui, mais qui parfois revient moins cher, malheureusement. Ça revient moins cher, mais les qualités nutritionnelles sont moins bonnes. C'est pas des produits frais. Là, on a un accompagnement aussi. Au-delà de donner de la nourriture, d'offrir de la nourriture à bas prix, elle est de qualité. Et il y a un accompagnement pédagogique, si je puis dire. On met des ateliers, justement, c'est ce qu'on appelle cuisine, l'éducation populaire. C'est ça, exactement. Pour nous, c'est vraiment une démarche où on ouvre les esprits et on propose, surtout aux mamans, des moments où elles vont pouvoir cuisiner, nous faire découvrir aussi ce qu'elles savent faire et partager avec d'autres mamans. Donc c'est important. Et vous sentez suffisamment soutenu par les élus locaux? Alors, d'une façon générale, en 2020, il y a eu le quoi qu'il en coûte et on a été soutenu à la fois à l'échelon municipal, départemental ou avec l'État. En 2021, je ne sais pas ce qui s'est passé, tout le monde s'est dit que finalement la crise était derrière nous, que le quoi qu'il en coûte s'est arrêté le 31 décembre 2020. Et là, effectivement, on a vu un vide d'air. Et là, on s'est retrouvé face à la même situation qu'en 2019, sauf que tout avait changé entre-temps. Et c'est vrai que les associations humanitaires, pas que nous, se sont vues avec des dispositions d'aide qu'on avait en 2020 qui ont disparu. Et là, on s'est retrouvé en grande difficulté. Aujourd'hui, le Secours populaire survit grâce aux dons, à la générosité du public, mais certainement pas au soutien du département ou de l'État, parce qu'effectivement, là, ce sont les grands absents. On les a vus en 2020, on les a remerciés, mais on leur a rappelé qu'en 2021, la situation était toujours aussi problématique. Mais vous pensez que les élus passent peut-être trop vite à autre chose? Pas les élus du terrain, en tout cas. Nous, on est confrontés à la réalité du terrain régulièrement, donc on peut pas laisser tomber les gens qui sont dans la précarité. Et c'est vrai que ce sont des initiatives personnelles des collectivités. Elles ne sont pas forcément encouragées au plus haut niveau, quoi. C'est vraiment une orientation qu'on a prise nous-mêmes sur nos fonds propres, et on n'est pas vraiment soutenu dans ce genre d'initiative. Vous qui êtes un maire de gauche dans les Alpes-Maritimes, c'est pas si commun. Vous avez l'impression des fois sur certaines questions de prêcher dans le désert un peu? Alors, je peux corriger. De gauche, je ne sais plus trop ce que ça veut dire. Alors, au moins écologiste. Je suis écologiste, humaniste, écologiste. Après, je suis un peu perdu, à vrai dire, sur l'échiquier politique. Je me qualifie comme étant un orphelin de la politique. Mais quoi qu'il en soit, on a des orientations claires, évidemment, qui sont de plus en plus partagées par nos collègues. Effectivement, il y a des étiquettes politiques qu'on retrouve encore quelquefois, mais de moins en moins, et surtout à l'échelon local. Je ne sais pas si vous avez vu sur les dernières élections municipales, les affiliations politiques étaient vraiment très, très peu visibles, quoi. Et c'est vrai, parce que la réalité du terrain, elle est pas politique, elle est complètement vécue. Donc vous ne prêchez pas dans le désert sur ces questions? Non, je crois réellement non. Alors on évoquait tout à l'heure le coût des énergies, il a augmenté de 21% en un an dans les Alpes-Maritimes. Il existe cependant un guichet unique, vous allez voir, pour s'y retrouver dans l'ensemble des aides à la rénovation. Les explications de Kelly Vargin. Bonjour monsieur, on vient pour faire l'audit comme prévu. Depuis un moment, Julien envisage de réaliser des travaux dans sa maison afin de concilier économie et écologie, mais il l'avoue. Les aides pour arriver à s'y retrouver, si on ne s'y connaît pas, c'est même pas la peine. 3 experts vont justement pouvoir répondre à ces questions et l'orienter sur les aides auxquelles il peut prétendre. Pour le département, en fait, il va falloir qu'on atteigne 35% d'énergie par rapport
à l'état initial, obligatoirement. Avant de proposer des solutions, les experts doivent contrôler chaque pièce, chaque recoin et traquer les zones d'humidité ou de perdition d'énergie. Quand vous allez vous approcher de cette paroi, vous allez sentir un peu de froid. Et quand vous allez arrêter de chauffer, l'air qui va venir là va condenser et ça peut faire de l'humidité. Un contrôle qui va s'effectuer à l'intérieur, tout comme à l'extérieur. Il faut en moyenne 2-3 jours pour un audit complet. Un chauffe-eau qui est installé dehors, donc on chauffe l'extérieur. En plus, vous avez les tuyaux qui ne sont pas du tout calorifugés, donc c'est pareil, il y a une grosse déperdition par ici. 3 scénarios au final de travaux proposés aux particuliers. Vous avez les différentes aides qu'on peut solliciter en fonction des travaux qui sont faits plus haut. Au final, l'ayant droit, là, il paierait 4 578 € de travaux, alors que sans le département, il paierait les 11 000 € en plus. Dans toutes ces démarches, l'usager peut solliciter l'aide de professionnels. Il est accompagné jusqu'à la livraison des travaux. Vous avez la possibilité du coup d'être accompagné dans l'identification des entreprises et puis l'ensemble des chantiers qui sont ouverts. Et aussi la possibilité de bénéficier d'une aide financière qui est versée sur devis et non pas sur facture. C'est-à-dire que vous avez l'argent avant que les travaux commencent pour payer la compte, qui peut aller jusqu'à 11 200 € pour les familles. Actuellement, près de 300 audits sont réalisés partout dans le département. Il y a des aides, mais ça souligne la difficulté à s'y retrouver, franchement. Franchement, que ce soit pour les citoyens et pour les collectivités. Même vous, en tant qu'élu, c'est d'une complexité sans nom. C'est d'une complexité sans nom. Nous avons encore un peu d'ingénierie à l'échelle de notre commune. 10 000 habitants, on a des services efficients, j'ai des agents qui sont parfaitement investis. Mais pour les petites communes, c'est impossible de s'y retrouver. C'est d'une complexité extrême. Et malheureusement, tant mieux pour eux, les financements, les aides sont captées par les grandes entités, les métropoles, les grandes communautés d'agglomération qui ont l'ingénierie adéquate, qui peuvent répondre aux appels à projets. Et mettre en place un guichet unique. C'est ce qu'il faut faire. Il faut vraiment de la simplification. On attend le choc de simplification. On l'attend à tout point de vue, que ce soit pour les administrés et pour les collectivités. Et on le ressent chez les particuliers aussi. C'est-à-dire que pour nous, l'accès au droit, c'est un vrai sujet. On a lancé le Proxibus il y a quelques mois pour aller dans les villages, pour aller au plus près des populations, le Aller Vert, pour expliquer. On a un ancien légionnaire qui n'avait pas ses droits de retraite. C'est hallucinant, quoi. Quelqu'un qui a donné son temps à l'État s'est retrouvé à toucher le RSA au lieu de toucher sa retraite. Donc beaucoup de personnes qui ont des droits, qui ont droit à des aides, mais qui ne connaissent pas forcément bien les démarches. Pour revenir sur le prix des énergies, regardez, le gaz a augmenté de 47% en un an. C'est moins pour l'électricité qui a été plafonnée. Vos bénéficiaires, ils vous le disent ça, ils ont du mal, ils arrivent des fois, ils viennent nous voir avec des factures qu'ils n'arrivent pas à payer. C'est la première demande. C'est la première demande. Après l'aide alimentaire, bien sûr, mais la première demande. Combien de seniors, combien on a vu de personnes âgées avec des toutes petites pensions qui viennent en disant, voilà, regardez ma facture d'électricité, regardez ma facture de gaz. Je n'y arrive plus, ma pension n'a pas augmenté. Et d'un autre côté, c'est le plus gros poste. Et là, on agit auprès d'EDF. Il y a EDF Solidaire, on a des leviers, notre réseau. Mais on ne peut pas, malheureusement, compenser cette différence. Et ça pose de vraies difficultés. Donc, on va aider sur le plan alimentaire. C'est-à-dire que des gens qui n'attendaient pas d'aide alimentaire vont se retrouver à demander de l'aide alimentaire pour pouvoir payer leur facture. Pour pouvoir payer la facture. Et puis, est-ce que les aides sont toujours adaptées? Je pense par exemple au chèque énergie, d'ailleurs, qui est critiqué par la Cour des comptes, les 100 € qui ont été accordés à 6 millions de ménages. Franchement, est-ce que le salut, des fois, il ne vient pas de petites initiatives locales? Je vous demande ça parce que je voulais vous parler du village de Roquebillière qui, par exemple, produit, distribue, facture sa propre électricité à environ 10% moins cher qu'EDF. Est-ce que tout ça, c'est finalement des leviers locaux à petite échelle qui, parfois, vont presque être plus efficaces? Quel regard vous portez là-dessus? Je suis entièrement convaincu qu'il faut décliner à l'échelle, à petite échelle, tous les moyens de production d'énergie et garder cette facilité-là. Roquebillière a probablement des ressources naturelles. Je pense que c'est l'hydroélectricité. C'est pas le cas partout, mais le solaire dans notre région, c'est une manne dont il faudrait vraiment qu'on puisse bénéficier. Alors, ça commence progressivement, mais il y a quand même une inertie, toujours pareil, pour pouvoir mettre en place un parc photovoltaïque sur une collectivité. C'est aussi de l'ingénierie. Vous avez des projets de cet ordre-là? On l'a déjà fait, on fait de l'autoconsommation, on va le développer encore. Mais on a réussi à répondre à un appel à projet parce qu'on avait l'ingénierie qui allait bien pour pouvoir répondre. La petite commune n'aura pas cette capacité-là. Et pourtant, elle a le même besoin aussi. Donc voilà, la simplification vraiment pour qu'on puisse faire les choses. Laisser de la latitude aux communes qui ont la connaissance fine du territoire. Moi, on prêche tous pour cette différenciation, en quelque sorte.
En tout cas, on sera tous d'accord, je pense, pour dire que ce qui pèse très lourd dans le pouvoir d'achat, c'est les carburants en ce moment. Plus 26% pour le gasoil, par exemple, en un an, c'est énorme. Alors, sur le site internet de votre ville, lorsqu'on regarde comment venir à Mouansartou, il est écrit « Limiter l'usage de la voiture ». Comment on vient à Mouansartou sans voiture? Est-ce que... Alors, certes, il y a le train. C'est vrai. C'est pas une mince affaire, c'est pas une petite chose. Oui, le train de la ligne Grasse-Vintimille. Mais quand même, est-ce qu'on peut vivre à Mouansartou et se passer de voiture aujourd'hui? C'est possible, c'est une démarche déjà. C'est évidemment que les transports en commun ne sont pas efficients sur la Côte d'Azur. C'est un secret pour personne. Les choses ont été faites à l'envers. On a pensé à construire avant de mettre les infrastructures, quoi. Maintenant, on essaye d'inverser la donne. Mais clairement, c'est compliqué de venir à Mouansartou. C'est compliqué d'aller ailleurs aussi. Heureusement qu'on a le train, heureusement qu'on a les lignes de bus. On favorise aussi la mobilité alternative, douce, cyclable. Mais il faut repenser complètement le schéma de déplacement sur le département, quoi. Il faut une volonté politique. Nous, Secours Populaire, on ne fait pas de politique, mais aujourd'hui, si on veut que les gens prennent les transports en commun, il y a le coût, mais ça, à la rigueur, on pourrait imaginer des financements, mais surtout, prenez un bus, vous habitez dans un village comme La Gaude, Saint-Jeannet, essayez de vivre sans voiture. C'est juste pas possible. Et on parle là du littoral. Mais si vous habitez à Puget-Théniers ou Entrevaux ou dans les villas, dans nos vallées qui sont magnifiques, où les loyers sont beaucoup moins chers, eh bien là, vous n'avez plus du tout de transport public digne de ce nom. C'est ça, c'est l'équation insoluble finalement dans les Alpes-Maritimes. C'est soit on habite près de son travail, souvent sur la côte, les loyers sont hors de prix, soit on habite plus loin, on est dépendant des carburants, de sa voiture. Et loin des services publics aussi. Et loin des services publics. Est-ce qu'on peut faire mieux au niveau des aides? Aujourd'hui, à la métropole, alors je sais que ce n'est pas forcément le territoire de Mouansartou, mais il y a une aide jusqu'à 5 000 € pour l'achat d'une voiture électrique, une aide aussi pour les 2 roues électriques. Est-ce qu'on doit aller plus loin encore dans ces aides? Il faut tout. Il faut essayer. Il faut tout essayer. Il faut aider à l'achat de véhicules moins polluants. Mais c'est vrai que le vrai problème, et malheureusement ça ne se fera pas facilement, c'est de rapprocher les gens de leur lieu de travail, quoi. Et ça, c'est le problème du foncier qui est inaccessible sur le littoral, qui oblige la population à quitter le littoral. Vous parliez du vélo. Qu'est-ce que vous avez fait, par exemple, pour le vélo à Mouansartou? Pistes cyclables, stationnement sécurisé, incitation. Moi, je donne l'exemple, je me déplace à vélo parce que c'est efficient aussi. Et c'est efficient, je veux dire, les gens qui ont adopté le vélo électrique s'aperçoivent que c'est un vrai véhicule. Il ne faut pas le voir comme une espèce de gadget pour bobo. C'est un vrai véhicule. Sur nos latitudes où il fait beau 360 jours par an, j'exagère un peu, mais grâce à l'assistance électrique, on aplanit le relief. Donc il n'y a plus de problème d'accès pour des régions, enfin pour des zones un petit peu plus accidentées. Il n'y a pas de souci. Non, le vélo est une vraie alternative et ça coûte beaucoup moins cher. Alors là, effectivement, c'est idéal, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, les publics qu'on voit, ce sont beaucoup de femmes avec enfants, des familles monoparentales. Aujourd'hui, une maman qui veut se déplacer en vélo avec ses 2 petits mouflets, c'est compliqué. C'est un peu la limite, quand même. C'est compliqué. On est d'accord. Voilà, pas tout le monde. C'est compliqué. Quand vous habitez dans une zone urbaine où la sécurité n'est pas assurée, votre vélo il est pas sécurisé, c'est une réalité aussi. Combien de vélos électriques sont volés dans Nice? Voilà, il n'y a pas de statistiques, hein, mais on comprend vite que c'est compliqué. Donc c'est vrai que pour nous, la planche de salut, elle passe par les transports en commun. Il faut densifier. Il faut qu'il y ait un budget alloué au fait qu'il y ait plus de bus qui circulent et pas un bus le matin, un bus le soir, si on veut que tout le monde l'utilise. Et ça, c'est pour nous la vraie clé. Après, effectivement, il y a d'autres modes qui viennent en parallèle. Mais pour nous, pour que les Azuréens les plus modestes puissent se déplacer, la voiture, pour l'instant, reste le passage obligé. La vieille voiture, les prix électriques ont été des effets d'aubaine pour les plus nantis, qui ont su profiter. Parce que le ticket d'entrée pour une voiture électrique, il est élevé. Mais les publics que le Secours Populaire aide, même pas, ils envisagent d'acheter une voiture. Ils ont déjà du mal à avoir leur voiture qui vaut 2 000 €. Alors, j'aimerais qu'on ait le temps d'aborder une question qu'on a déjà un petit peu évoquée, mais c'est le logement quand même, parce qu'on est d'un des départements où la tension immobilière en dehors de l'Île-de-France est la plus forte, si ce n'est le département où c'est la plus forte. Il y a à peine 12% des logements dans les Alpes-Maritimes qui sont des logements sociaux. À Mouansartou, vous en êtes où sur le logement social? Je ne crois pas que la loi SRU
soit respecté dans la ville de Mouansartou? Non, mais on y travaille. On a fait un gros effort, on est à un peu plus de 15%. On est parti de très loin, 3% il y a peu de temps. C'est pas toujours accepté par la population, mais c'est un besoin. Parce que, vous faites partie de la trentaine de communes qui a eu une amende d'ailleurs. Alors récemment. Cette année, on l'aura plus, mais on l'a eu. Voilà. Vous l'avez eu? On l'a eu, bien sûr, on a eu, parce qu'on n'a pas les 25% requis, parce qu'aussi le foncier est difficile d'accès et rare, hein, et ce qui est rare est cher chez nous. Donc c'est aussi une équation complexe, mais il faut que toutes les collectivités s'y mettent. Parce qu'à Mouansartou, vous avez fait le choix d'éviter l'étalement urbain pour préserver Absolument. notamment les terres agricoles. Est-ce que c'est tenable dans le temps avec la pression immobilière? C'est reconstruire la ville sur la ville, somme toute. C'est-à-dire qu'on va préserver les terres agricoles, les espaces naturels, et on reconstruira la ville avec une densité acceptable. Alors, tout est question de seuil. Quelle est la bonne densité? C'est une question qui est en débat à l'heure actuelle, puisqu'on est en train de réviser le PLU justement à ce sujet. Jean Stelitano, vous êtes témoin de cette pression immobilière et de ses conséquences. Vous siégez à la commission de surendettement de la Banque de France. Vous voyez beaucoup de ménages qui n'arrivent plus à payer loyer, crédit, mais plus qu'avant. Mais avant la commission de surendettement, c'était l'empilement de crédit à la conso, hein, très clairement. Là, aujourd'hui, ce sont des gens qui n'arrivent pas à payer le loyer et qui ont des dettes de loyer, et avec des bailleurs sociaux qui, eux aussi, sont contraints avec des réalités économiques, donc ils sont obligés d'entamer des procédures d'expulsion. Enfin, donc on va mettre des gens à la rue. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, le loyer azurien est le premier poste de dépense pour les familles. Et c'est celui qui en général fait chuter les familles, on parle aussi des violences intrafamiliales, mais on ne parle pas des divorces, tout simplement. Et là, on paupérise une grande population. Et on les voit dans nos antennes. Bon, c'est presque la fin de cette émission. Malheureusement, le temps passe très vite. Un petit mot de la fin, peut-être. Est-ce qu'il faut rester quand même optimiste sur ces questions de pouvoir d'achat, etc. On va sortir de ça avec des leviers locaux comme cela, des actions locales. Vous restez optimiste là-dessus? Je pense qu'on n'a pas le choix. On est obligé de trouver des solutions. C'est dans les situations de crise qu'on trouve les solutions les plus audacieuses. Donc, j'ai bon espoir. Malheureusement, il faut passer par des situations de crise pour anticiper, pour trouver des bonnes solutions. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup, Pierre Aschieri. Merci à vous, Jean Stelitano, d'avoir été tous deux sur le plateau de BFM Nice Côte d'Azur. Azur Politique, c'est terminé.